Bonsoir à tous. L'invité de l'entretien du jour est cardiologue, enseignant à l'université de Douala au Cameroun, médecin des hôpitaux français. Il fut scrutateur lors de la dernière présidentielle au Cameroun. C'est un observateur de la vie politique de son pays que nous le recevons ce soir dans l'entretien du jour. Professeur Aimé Boni, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Parizeau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça y est, Paul Biya est président de la République. Il rempile donc pour un septennat. D'abord, j'imagine que ce n'est pas une surprise pour vous. Ce n'est pas une surprise, c'est une déception, c'est sûr, mais ce n'est pas une surprise. Quand on voit, en fait, comment est donc dessinée la vie socio-politique du Cameroun, tous les ingrédients étaient réunis pour que malheureusement il rempile pour un énième mandat. Un énième mandat. Pour vous qui avez été scrutateur, est-ce que ces résultats, on va dire, reflètent la vérité des urnes? Je ne pense pas que ça reflète la vérité des urnes. Je pense qu'il y a eu des irrégularités qui ont influencé les résultats finaux. Je le pense sincèrement, mais je pense aussi que, très objectivement, M. Biya Paul aurait pu gagner sans tricher. Vous parlez de tricherie? Je parle de tricherie parce que ça se dit et qu'il y a suffisamment un faisceau d'éléments qui tendent à penser que des gens, pas que lui-même, Paul Biya, ait voulu de manière très active qu'il y ait tricherie. Mais vous savez, aujourd'hui au Cameroun, les gens font souvent un peu de zèle. Ils pensent qu'ils ont une mission divine qui les amène à favoriser le statu quo. Donc je pense qu'il y a eu des bourrages. Dans mon bureau de vote, on parlera peut-être où j'étais scrutateur. Oui, allons-y, racontez-moi. Par exemple, il y a eu une tentative, je considère que c'est une tentative de tricherie, mais qui a été très rapidement annihilée par nous, les scrutateurs qui étions là. Oui, quelle forme, sous quelle forme il y avait cette tentative? Alors, il se trouve que, donc parce qu'il n'y avait pas suffisamment de représentants des partis d'opposition, donc ça c'est un problème, voilà, il n'y avait pas suffisamment de représentants, et donc on a demandé à certaines personnes d'être scrutatrices, donc parmi lesquelles moi. Donc j'étais scrutateur, et donc j'étais chargé d'inscrire sur le tableau les votes de chaque candidat. Et il y a un deuxième scrutateur qui était donc mon colistier, qui était chargé de surveiller que j'inscrivais le vote sur la bonne case, le bon candidat. Il y avait d'autres scrutateurs qui ont aussi été choisis comme ça à l'appel. L'un d'eux avait pour mission d'ouvrir l'enveloppe et de remettre l'enveloppe à son binôme, qui lisait le nom, et moi, j'écrivais sur le tableau. Et je vous avoue que, à ma grande surprise, Biya Paul, dans mon bureau de vote, était en tête du début jusqu'à presque la fin du décompte. Il était en tête, suivi d'abord par Cabral. Après, Kamto a doublé Cabral. Et Kamto, au finish, a doublé Biya Paul. Avec 72 voix contre 65 à Paul Biya et 36 à Cabral Libi, dans mon bureau de vote. Et dans tout le centre, qui avait à peu près 8 bureaux de vote, in fine, on s'est rendu compte que Kamto et Biya se talonnaient. Donc, c'est-à-dire qu'à la régulière, dans le centre de Bonapriso, où j'ai voté, et aussi au lycée de Newbell, où j'ai une amie qui a été scrutatrice là-bas, et dans son centre, Paul Biya était largement en tête. Et chez moi, il talonnait. Donc, c'est-à-dire que sans tricher, là déjà, il n'y a pas eu de tricher. Sans tricher, déjà, à la régulière, M. Biya Paul, avec un bilan dont on parlera peut-être, a pu mobiliser autant de gens. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il se trouve qu'à la fin du décompte, non, peut-être même avant, non, c'était avant le décompte, il fallait déjà s'assurer que le nombre d'enveloppes correspondait au nombre d'empreintes. Puisqu'il y a effectivement un dossier, un cahier où on émargeait, il fallait mettre les empreintes. Donc il fallait compter le nombre d'empreintes et à chaque page, il fallait noter le nombre d'empreintes par page et tourner la page. Il se trouve donc que la responsable du bureau, celle qui de toute façon avait la charge de cette action-là, alors qu'elle avait sur sa table
des stylos à billes et puis des crayons. Elle a choisi de prendre le crayon pour noter le nombre de votants dans ce bordereau, le nombre de votants. Et l'un des scrutateurs lui a fait la remarque que, madame, prenez plutôt le stylo à billes. Elle a fait semblant de ne pas entendre. Elle a continué. Et moi, j'ai donc j'ai compris rapidement et je lui ai dit, madame, vous l'avez interpellé. Je l'ai interpellé, je lui ai demandé de le faire. Elle a fait semblant de ne pas comprendre. J'ai insisté et elle s'est énervée en disant, écoutez, si vous voulez m'apprendre le travail et tout, je vous laisse ça et puis on s'en va. Donc il y a eu des engueulades, il y a eu plein de choses. Effectivement, le représentant du RDPC a pris sa défense. Curieusement, je dis bien curieusement, le représentant de M. Cabral-Libye n'a pas bronché. Non, il a plus que n'avoir pas bronché. Mais à un moment donné, il nous a demandé à nous de nous calmer et de laisser la dame faire. Voilà. Le représentant de M. Cabral-Libye. Et à moi de leur dire, vous savez, je ne vous ai rien demandé. Vous m'avez demandé d'être scrutateur. Et à partir du moment où je suis là, donc j'ai des droits. Et vous allez écrire au stylo à billes. C'est ça ou c'est rien. Et finalement, ça a été fait. Donc je pense quand même qu'il y a eu une volonté quelque part. Si on imagine que dans d'autres bureaux de vote, ça s'est passé comme ça et que les gens ont manqué de vigilance, on a pu rectifier par la suite. On est dans l'extrapolation, d'accord? Non, bien sûr, bien sûr. On est dans l'extrapolation. Mais l'esprit n'est pas bon. Et dans un environnement où on soupçonne Elecam, on soupçonne le RDPC de tricher, ce genre d'attitude. Même le Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel, évidemment, vous savez. Est-ce que vous avez été choqué d'ailleurs par le refus du Conseil constitutionnel, finalement le rejet par le Conseil constitutionnel de tous les recours? Alors, moi, je vais répondre en vous reprenant l'avis d'un auditeur qui a été appelé, à qui on a donné l'occasion de s'exprimer dans une chaîne panafricaine basée au Cameroun, mais pas qu'au Cameroun, je vais peut-être pas citer le nom, parce que ce jour-là, j'étais l'invité de cette chaîne, et qui a donc pour principe de donner la parole aux auditeurs. Et un auditeur a dit quelque chose de particulièrement intéressant. Il a dit, monsieur, vous savez, nous ne sommes que des simples citoyens. Le droit, on ne connaît pas. Les termes, les moyens n'ont pas été apportés, ainsi de suite. Nous, on ne sait pas ce que c'est. Ce que nous savons, c'est que nous voulons la vérité. Et à partir du moment où on nous dit que un PV est suspect d'irrégularité et qu'on nous dit que ce PV se trouve quelque part, nous aimerions que le Conseil constitutionnel aille chercher ce PV et pour la manifestation de la vérité. Nous, c'est ce que nous voulons. Et que moi, je considère qu'au-delà de toutes ces subtilités de droit, effectivement, que seuls les juristes connaissent, on a l'impression qu'il y a eu obstacle à la manifestation de la vérité. Et que là, l'enjeu est si important, parce que c'est quand même un pays, c'est 25 millions d'habitants, on veut connaître la vérité. Et aujourd'hui, quoi qu'on dise, les Camerounais restent dans le doute. Et ce doute est encore magnifié par le fait que lorsqu'on a gagné avec 71% de voix, c'est-à-dire qu'on a quasi l'unanimité, ça c'est des scores à la soviétique. Alors, pourquoi est-ce qu'on a peur de ce peuple-là qui vous a élu? Parce que vous savez ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le jour de la proclamation, le pays était en état d'alerte. C'est pour prévenir juste, on va dire, des manifestations d'humeur de partisans, d'opposants qui ne seraient pas d'accord forcément. On a déjà vu sous d'autres cieux des gens manifester leur humeur bruyamment. Mais d'accord, mais ça c'est logique lorsqu'on a gagné avec 39% contre 38%. Mais quand on a 71%... Vous donnez les vrais scores là? Non, je donne pas les vrais scores, mais c'est quand même des scores aussi qu'une certaine opposition essaye de réclamer. Mais ceci dit, je veux simplement dire que lorsqu'on a gagné avec 71%, franchement, on n'a pas besoin... Normalement, c'est un plébiscite. C'est un plébiscite. Et avec ce genre de plébiscite, on n'a pas l'armée qui sillonne toutes les villes.
Vous trouvez ça suspect. Est-ce qu'une crise post-électorale peut prospérer dans votre pays, le Cameroun? Parce que Maurice Kamto, arrivé donc deuxième avec à peu près 14% des voix à peu près, dit ne pas reconnaître la victoire du président Paul Biya. Est-ce qu'une vraie crise post-électorale peut venir aujourd'hui? Votre pays peut-il faire économie d'une crise post-électorale aujourd'hui? Je ne le pense pas et je ne l'espère pas. Je crois que Maurice Kamto a aussi dit qu'il va utiliser tous les voies légales. Oui. Voilà. Et donc, quand on parle de voies légales, je suppose qu'on ne pense pas à la rue en tant que un soulèvement populaire qui embraserait tout un pays. Je ne pense pas. S'il y a des voies légales et s'il a la conviction qu'il a gagné et que ces résultats-là ne sont pas les bonnes, effectivement, je pense qu'il est fondé à recourir à toutes ces voies-là, ce qui est normal, ce qui est légitime. Mais je ne pense pas que ce sera un appel à l'insurrection. Et l'insurrection au Cameroun, vous savez, les Camerounais ont ceci de... C'est un avantage, un des avantages. C'est vrai que la partie anglophone est en guerre, on va dire ça, parce qu'il y a la guerre au Cameroun aujourd'hui. Mais c'est des gens qui ont un comportement radicalement opposé, différent du peuple bantou francophone, qui fait que les bantous francophones sont quand même des gens assez peureux et qui préfèrent que ce soit les autres qui... On va dire pacifistes. C'est des pacifistes, mais c'est un peu plus que ça. Mais bon, pour l'occasion, effectivement, on utilisera ce terme-là parce que dans ce cas, je pense que c'est quand même une qualité, parce qu'il ne faut pas la guerre. Monsieur Boni, qu'est-ce qui est le plus triste pour vous aujourd'hui? Que votre pays n'ait pas pu, par exemple, trouver un successeur à Paul Biya ou qu'on soit dans une situation où la victoire de Paul Biya a un goût amer? Je pense qu'elle a un goût amer, quoi qu'on dise. Elle a un goût amer et que d'ailleurs le spectacle de la plaidoirie, si moi j'utilise ce terme-là, je ne sais pas s'il a le terme approprié, au Conseil constitutionnel, est en soi déjà un échec. Parce que les gens ont une lecture qui est finalement différente de la mienne. On a vu donc, des gens s'exprimer, donc c'était en Mondiovision, donc il y a une certaine transparence. Les avocats ont été assez brillants dans leur exercice, soit. Mais sauf que ça découle quand même d'un échec. L'échec, c'est quoi? C'est qu'il y a contestation. S'il y a contestation, c'est parce qu'on estime qu'il y a eu tricherie. Et il y a contestation, et il y a d'ailleurs plaidoirie, il y a contentieux avant les résultats. Avant les résultats. Pourquoi? C'est une bizarrerie chez vous, ça. Ben oui, mais parce qu'on est dans un pays où on proclame les résultats 2 semaines après le scrutin. Et l'explication que le gouvernement donne est même la preuve d'un bilan catastrophique. Parce que 36 ans après, on est encore dans un pays où la plupart des régions sont enclavées, où les moyens de communication sont quasi inexistants, où il faut amener convoyer des urnes d'un point à un autre, et on nous dit que ça prend des jours. Avec des risques que les urnes soient peut-être interchangeables. Alors la question qu'il faut se poser, est-ce que ça ne fait pas partie de ce mécanisme, de ce système de gouvernance par confiscation des privilèges, qui fait qu'on maintient une certaine population dans un état végétatif, où les gens ne peuvent pas s'exprimer, n'ont pas les fruits de la croissance, du développement, et donc ils sont acculturés. Ils votent parce que l'élite, entre guillemets, du coin lui dit il faut voter tel. C'est ce qu'ils font. Et dès qu'on a voté, on convoie donc pendant des jours vers la métropole, la commission. Donc tout ça, à mon avis, est fait de manière très, très, très subtile, mais très calculée. Ce qui fait que pendant tant d'années, le Cameroun reste dans une situation moyenâgeuse. Et je termine en vous disant ceci, pour montrer à quel point nous ne progressons pas, et je pense qu'il n'y a pas de volonté pour que nous progressons. Vous savez qu'aujourd'hui, le Cameroun, en termes d'indice de développement humain, est à la 151e place, c'est-à-dire que dernière place du groupe médium de cette classification du PNUD. À 10 longueurs
de la Guinée équatoriale. Donc la Guinée équatoriale est 141e pays. Oui. En termes de gouvernance, santé, éducation, économique, inégalité. La Guinée équatoriale est devant le Cameroun. Oui. Il y a encore une trentaine d'années, la Guinée équatoriale était considérée par les Camerounais comme un sous-pays. Oui. Il y a encore une dizaine d'années, les Équato-Guinéens venaient à Douala, à l'hôpital général de Douala, se soigner, ce qui n'est plus le cas. C'est plutôt l'inverse. Donc on ne progresse pas et on ne veut pas progresser parce que ça permet au gouvernement en place de maintenir ses privilèges et d'être réélu de manière mécanique. Je me demandais si le Cameroun était condamné à suivre Paul Biya jusque dans la tombe désormais. Vous savez, on a fini par être fataliste dans ce pays-là. Et c'est dit que malheureusement, ça va peut-être être le cas. Ce d'autant plus que l'opposition n'aide pas les Camerounais. Cette frange de la population qui veut vraiment le changement, qui est prêt à tout et qui d'ailleurs n'a pas voté parce que tout le monde, il n'a pas eu un plébiscite de 100%. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des Camerounais qui considèrent que ça ne peut pas continuer comme ça. Là. Mais sauf que ces Camerounais n'ont pas atteint la masse critique nécessaire pour basculer. Et en plus, malheureusement, elle n'est pas aidée par une opposition qui finalement est complice du statu quo. Vous dites que si on en est là aujourd'hui, c'est cette incapacité des hommes qui auraient pu représenter l'alternative et qui n'ont pas su parler d'une même voix, par exemple. Dégager un candidat unique dans un scrutin à un tour face à un président en place depuis 35 ans. Ils ont manqué de réflexe ou d'intelligence politique? Non, ils n'ont pas manqué de réflexe. Ils n'avaient pas l'ambition réelle de faire changer les choses. Peut-être parce qu'ils estimaient qu'ils n'en avaient pas les moyens. Et je vous donne un exemple. Et je parle de lui parce que vous savez, dans la vie, c'est un peu comme un enfant qui aime bien châtie bien. Quand vous aimez quelqu'un, vous serez d'autant plus déçu, enfin, d'autant plus en colère de la déception qui peut découler donc de son action ou alors son inaction. Alors, moi, je veux parler, par exemple, de M. Cabral Libby, qui a quand même cristallisé les espoirs d'un pays. Vous comprenez? C'est quand même hallucinant d'écouter ce monsieur sur une chaîne de la place camerounaise, pour ne pas citer STV, dans une émission qui est quand même très regardée, qu'on appelle Entretien avec, voilà, où le journaliste lui a posé la question dans tous les sens. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il n'y a pas eu coalition? Or, vous saviez que c'était une conditionnalité pour le changement. Pourquoi il n'y a pas de coalition? Alors, M. Cabral Libby nous a expliqué la raison essentielle qui a conduit à cette non-coalition. Et ce n'était pas une raison programmatique. Ce n'est pas parce que son programme ne correspond pas au programme de l'autre, et ainsi de suite. Non. Mais c'est simplement parce que lui, il n'est pas allé vers ça parce que les autres le prenaient de haut, parce que comme il est jeune, on le prenait pour le petit pousset qui... Alors, M. Parizeau, expliquez-moi. Lorsque vous êtes l'espoir de tout un pays, 25 millions d'habitants, vous dites que votre ego, vous pouvez vous asseoir là-dessus. Entre nous, votre ego surpasse l'intérêt national. Je trouve que c'est très grave ce qui se passe. Je trouve que la faute de M. Cabral, elle est, je ne vais pas dire impardonnable, parce que non, dans la vie, il faut souvent pardonner, mais elle est gravissime. Et en plus, vous savez, lui-même le dit. Il dit que même les autres candidats le soupçonnent d'avoir des accointances avec le RDPC. Mais alors, quand vous le savez, et que vous devez démontrer aux autres que vous vous trompez, mais vous faites quand même tout, vous vous débrouillez en plus pour que ce soit toujours vous la cause de quelque chose. Parce que quand même, il s'est débrouillé avec ses avocats, a déposé donc sa requête en contentieux à la 73e heure, comme par hasard. Et en plus, il nous explique ce jour-là que non, en fait, en réalité, ces conseils sont arrivés au Conseil constitutionnel longtemps
avant l'heure fatidique de 18h, oui. mais sauf que le greffier oui. est resté dans son bureau oui. pendant des heures avec un monsieur, oui. il ne nous a pas dit avec un autre candidat, oui. avec un monsieur, il ne nous a reçu qu'à 19h. Quand vous êtes candidat à la présidence de la République, vous êtes prioritaire. Oui. Si vous arrivez donc au Conseil constitutionnel, genre à 16h oui. ou à 17h, oui. et qu'on vous reçoit 2 heures après, oui. et vous acceptez une décharge, oui. Où on a marqué 19h, oui. franchement, il faut le faire. Il y a un problème, il faut s'interroger. Monsieur Boni, on arrive malheureusement au terme de cet entretien. J'avais encore 2 questions à vous poser et on va conclure là-dessus. La première, c'est que on n'arrive pas très bien à comprendre ce qu'un président de 85 ans qui aura passé 36 ans au pouvoir peut encore faire pour une nation comme la vôtre qui a 25 millions d'habitants aujourd'hui. Personne ne comprend ça. C'est ce qu'on appelle, et un de vos confrères d'Africa numéro 1 oui. a parlé, mais je pense qu'il a repris ce que beaucoup de gens disent, l'anomalie camerounaise. L'anomalie camerounaise, c'est ça. Et l'anomalie camerounaise ne se trouve pas qu'au Cameroun. Oui. Parce que les gens qui sont au Cameroun, oui. qui ont peut-être voté M. Paul Biya, oui. alors qu'ils sont dans la souffrance, dans la précarité, oui. on va dire que ils sont le produit de leur milieu. Ils sont quelque part comme zombifiés, oui. déjà. Il y a donc cette fascination oui. pour son bourreau. Oui. Allez, le syndrome de Stockholm. Oui. Mais sauf que, dans la diaspora, vous avez vu aussi les comptes de la diaspora, oui. on nous dit qu'il y a eu à peu près une moyenne de 50% d'abstention dans la diaspora. Oui. C'est-à-dire que des gens qui se sont inscrits sur la liste électorale, une personne sur 2 à la diaspora n'est pas allée voter. Oui. En sachant que nous sommes, les gens de la diaspora sont davantage pénalisés oui. même que ceux du Cameroun. Déjà parce que, quand on vit dans un environnement où on ne sait que, on ne voit que ça, oui. on n'a vécu que ça et tout là, oui. on va dire qu'on s'accoutume, oui. on s'habitue. Mais quand vous êtes ici à diaspora, vous côtoyez, entre guillemets, l'excellence. Oui. Et vous êtes pénalisé parce qu'une partie de vos revenus part au Cameroun pour nourrir des gens qui sont dans une situation... Qui sont maintenus dans une précarité. Dans une précarité. Oui. On vous refuse la double nationalité. Et c'est ce candidat-là qui vous refuse la double nationalité, pendant que les autres vous promettent la double nationalité. Comment est-ce que vous pouvez expliquer qu'il y ait eu autant d'abstention? En fait, en général, je pense que le Camerounais a un problème. Et ce problème-là, il est... psychanalytique. Je pense que c'est la psychanalyse qui doit permettre au Cameroun de sortir de cette léthargie. C'est le médecin qui parle. Tout à fait. Comment imaginez-vous le Cameroun très rapidement dans les 7 prochaines années? Alors, j'espère que le RDPC, oui, le parti donc du président, le parti du président a retenu la leçon de l'urgence de changer son mode de gouvernance parce que les besoins sont pressants et que le peuple est en demande. Oui. Et donc, j'espère qu'ils feront un peu plus d'efforts. Mais ça va être difficile parce que tant qu'on ne change pas des gens qui ont inscrit dans leur patrimoine génétique oui. la kleptomanie, oui. Dans la gouvernance, ça peut être difficile. Est-ce que M. Paul Biya va changer tout son gouvernement oui. et tous ses gouvernants? Ça peut être difficile. Donc, il faut simplement que l'opposition camerounaise, la vraie opposition, oui. se structure oui. dès aujourd'hui, oui. pour les 7 années à venir, oui. pour mener un combat de pédagogie, enfin une certaine pédagogie, éduquer les populations, parce que les populations sont suffisamment en retrait oui. de l'intérêt que représente la gestion de la cité. Oui. Donc il faut que cette opposition-là fasse ce travail et qu'elle dégage de vrais leaders, oui. pas des gens qui arrivent un peu par hasard à la dernière année pour se présenter comme des messies. Après, on se rend compte qu'en fait, ils roulaient peut-être pour leur propre, propre intérêt. Donc c'est ça qui va permettre de sortir d'aborder oui. 2025 oui. avec un peu plus d'optimisme. Peut-être que ce sera aussi le septennat au cours duquel le RDPC va décider de changer la Constitution, de revenir à une limitation de mandat et à un quinquennat.
Mais ça devrait être d'ailleurs le combat de l'opposition. C'est pour ça que les législatives qui arrivent sont un tournant, et tout le monde est d'accord là-dessus, c'est un tournant sur la vie politique au Cameroun, parce qu'il faut que l'opposition ait, si elle peut avoir une majorité au Parlement, pour effectivement permettre la modification de plusieurs lois, parmi lesquelles celle-là. Ça pourrait aussi surtout permettre au président Paul Biya de ne jamais avoir un successeur qui aura autant d'années à la tête du pays. Mais ça, c'est un autre débat. Mais il n'en aura même pas. Vous pouvez être sûr d'une chose, c'est qu'il a battu le record de Guinness. Professeur Aimé Boni, merci infiniment. C'est moi. Cardiologue, enseignant à l'université de Douala au Cameroun, médecin des hôpitaux français ici en France. Vous aviez été donc scrutateur lors de la dernière élection présidentielle le 7 octobre dernier au Cameroun. Et avec vous, on a parlé de cette élection donc, qui a déclaré Paul Biya vainqueur à la fin, proclamation du Conseil constitutionnel. Merci infiniment d'être venu dans l'entretien. Mais c'est moi qui vous remercie pour cet honneur que vous me faites. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes. Évidemment, sur Télé Sud, on se retrouve demain pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. À demain.